Bonjour et bienvenue à ce 31e live des jeudis de l'ODD 17. Au programme aujourd'hui, un enjeu central pour notre société, celui d'un numérique éthique, responsable et au service du bien commun. Le numérique est désormais omniprésent dans nos vies. Comment imaginer des modèles plus durables, plus justes et accessibles à tous? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Jutan, professeur émérite à l'Institut Mines Télécom et co-animateur de la chaire Économie des communs de données. Francis Jutan, bonjour. Bonjour. Le numérique est partout dans nos vies, mais les inégalités d'accès, les enjeux de gouvernance des données ou encore les impacts environnementaux posent la question de sa durabilité. Pourquoi est-il si important aujourd'hui de penser un numérique éthique et responsable? Bien, disons que le numérique, c'est à la source d'une véritable métamorphose de la société qui se traduit par des ruptures profondes de l'économie, des pratiques, de la vie sociale, des valeurs et même de la spiritualité. Si on développe brièvement, d'abord les technologies numériques apportent des ruptures épistémologiques sur la façon dont nous traitons l'information et sur nos capacités à appréhender les complexités du monde qui sont induites par la globalisation du monde, mais aussi par le numérique lui-même. Les conséquences, le développement du numérique dote le monde, la Terre, d'une superstructure de communication ubiquitaire. Partout dans le monde, on est en situation de communiquer, d'autonomisation numérique et, depuis quelques années, d'intelligence. L'Internet nous a fait entrer dans un nouvel espace de communication, d'interaction humaine et surtout à développer un espace de service qui est quasi infini. L'intelligence humaine aujourd'hui voit potentiellement ses capacités augmenter, décupler avec l'intelligence artificielle. Mais aussi, il faut prendre en compte la pression écologique sur des ressources non renouvelables qui résulte tout d'abord de la société de consommation, de nos excès de consommation, mais qui est aussi accrue par le développement du numérique. Et enfin, le numérique et l'intelligence artificielle renforcent potentiellement la prise de conscience globale de l'humanité, puisqu'elle donne accès à beaucoup d'informations, mais doit aussi faire face aux tensions de la globalisation marchande, mais aussi guerrière, et au renforcement, disons, de l'hubris humain, last but not least, de la tentation de Prométhée avec cette nouvelle technologie. Donc, on ne peut pas, sauf conduite qui serait suicidaire, ne pas ouvrir les yeux et inscrire le numérique, comme d'ailleurs l'ensemble des moteurs humains de développement, je pense aux technologies du vivant, dans un cadre éthique et responsable. Merci. Donc effectivement, un cadre éthique et responsable qui est indispensable, ce que vous disiez, une intelligence humaine augmentée, mais une pression écologique et une pression finalement sur l'ensemble des sujets qu'on peut avoir avec l'IA. Vous êtes d'ailleurs à l'origine, à l'initiative avec d'autres acteurs de la chaire Économie des communs de données au sein de l'Institut Mines Télécom. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette chaire et pourquoi il est si important aujourd'hui d'inventer des nouveaux modèles de partage des données au plus près des réalités territoriales? Alors, dans le cadre des évolutions qui sont impulsées par le numérique, l'information, les connaissances, ou le nom actuel de simplification des données ou des data, sont au cœur de la dynamique de l'IA et vont devenir au cœur de la dynamique de fonctionnement de la société. Et à ce titre, les data ne sont plus simplement accompagnatrices de l'organisation économique et sociétale, mais elles sont elles-mêmes créatrices potentielles de valeur. C'est donc un nouveau secteur de l'économie qui va émerger, que j'appelle l'économie du quaternaire, après l'économie du ternaire des services, un secteur dont les données sont les matières premières. L'IA, au sens large, incluant toute l'informatique comme on le fait aujourd'hui, est le moteur de production de ces données, de ces productions à partir de ces données, et
la production va, elle, alimenter soit des acteurs du sequaternaire, des pure players, comme on dit, soit aussi des acteurs du service, de l'industrie ou de production de matières premières, pour lesquels ces data, ces connaissances apportent des outils nouveaux et des innovations. Cette économie des data ou de la connaissance s'appuie donc sur une matière, les data qui sont les économies d'usage non rivales. Ça veut dire qu'on peut les utiliser sans les consommer, elles restent disponibles. Ce qui favorise son partage, un partage non destructif, et la coopération autour des données. C'est pour ça que le terme partage peut être ambigu, mais ce que la Commission européenne traite de l'utilisation conjointe de données, c'est à la base de cette économie de la connaissance. L'organisation et la croissance de ce nouveau secteur d'activité économique demandent en fait à revisiter ou à développer de nouveaux cadres pour l'économie de la coopération autour des données, puisque l'économie a été développée, l'économie industrielle, l'économie des services, dans une approche de concurrence, donc rien n'est fait pour coopérer facilement. Et c'est l'objet de la chaire économie des communs de données, d'explorer ces nouveaux cadres, dans un spectre très large d'exemples de communs, puisqu'on peut aller des consortiums d'open source à des communs d'intérêt général, en passant par des communs ciblés, fermés entre quelques entreprises, ou des communs d'écosystèmes, ou des communs de biens communs. Merci de nous avoir éclairé effectivement sur cette chaire d'économie des communs de données. Vous avez récemment publié le rapport L'IA des Lumières. Il propose une vision audacieuse pour une intelligence artificielle éthique, souveraine et durable, en réaffirmant les valeurs d'humanisme et de progrès des Lumières. Ce rapport plaide pour une mobilisation collective et européenne. Il formule des propositions telles que la coopération, la régulation anticipée, la mutualisation des ressources et la transition vers une économie axée sur la connaissance, la coopération et la responsabilité écologique. Pourriez-vous nous livrer les grandes conclusions de ce rapport ? Donc ce rapport s'appuie sur un constat. L'IA est la troisième étage de la fusée numérique. Après la communication unifiée, l'échange unifié de données numériques, après l'Internet et les services de l'Internet, eh bien c'est donc la troisième étage de cette fusée qui effectivement est basée sur les données. Ceci constitue une rupture épistémologique, comme je l'ai dit, mais aussi ontologique, c'est-à-dire du rôle et de la place de l'humain. Tout va être transformé dans cette métamorphose. Donc ceci demande de faire face à des questions éthiques immédiates dans le développement et la défense, dans le développement de l'IA et la défense des personnes et de la société, mais aussi d'anticiper sur les transformations systémiques qu'apporte l'intelligence artificielle, et pour reprendre l'approche de Bernard Stiegler, les transformations organologiques du monde qui vont être à l'œuvre avec cette transformation. Si on regarde le développement actuel de l'IA, la trajectoire a été impulsée par une vision d'innovation de services portée par des grandes plateformes américaines qui sont devenues aujourd'hui des oligopoles mondiaux, et qui s'appuie sur les ressorts de la consommation, nous amener la possibilité à travers ces développements de consommer des biens et des services, et de la rentabilité qui est l'objet de ces grandes plateformes. Elles se sont développées sur ce que les économistes appellent des failles de marché, de services bifaces, qu'on connaît déjà dans le monde du service, mais qui sont amplifiés par la puissance du numérique. Tout cela a donné à ces plateformes et à leur pays d'origine, les États-Unis, une vision, mais aussi des capacités de domination, et du fait, elles ne se préoccupent pas, ou peu si on essaye de les contraindre, de problématiques éthiques du développement. Lorsqu'on a lancé ChatGPT, il n'y avait aucune étude d'impact et on se fichait pas mal de ce que ça pouvait. C'était une innovation intéressante, elle a été adoptée, mais on n'a pas du tout étudié les impacts éthiques de ChatGPT. Dans le
dans le numérique en général et dans l'IA pour le moment, la France et l'Europe sont en état de vassalisation. C'est pas nouveau, ça s'est installé progressivement dans les 30 dernières années. Et simplement, l'actualité américaine, avec des positionnements plus agressifs, facilite la prise de conscience de ce qui existait déjà. Nous sommes en Europe, nous sommes vassaux pour les composants, les terminaux. Dans les télécoms, on tire notre épingle du jeu, mais vassaux pour toutes tous les développements, disons l'édition numérique sur les réseaux sociaux. Nous sommes vassaux dans tous les domaines et il y a des chiffres qui commencent à sortir. On estime aujourd'hui que le coût de tout ça est de 240 milliards par an pour l'Europe. Donc c'est un problème très urgent du point de vue économique, mais aussi du point de vue éthique, parce que si vous ne maîtrisez pas technologiquement et si vous ne maîtrisez pas les offres, eh bien vous ne déciderez pas quelles seront les conditions d'usage. Donc la reconquête de la souveraineté technologique, économique et géopolitique est donc de première urgence. Et c'est bien elle qui va conditionner nos capacités à un traitement éthique du développement du numérique et de l'IA. Donc il faut travailler pour qu'on crée d'abord une autonomie dans ce qu'on appelle la tech, pour être compétitif, pour être capable d'innover, de proposer des solutions. Il faut ensuite créer un espace de confiance au niveau européen qui s'appuie sur un cadre réglementaire et juridique, ça a déjà été largement entamé, et dans une culture de confiance dans les acteurs et dans leurs valeurs. C'est une deuxième condition. Il faut noter que le cadre réglementaire et juridique ne suffit pas parce que si nous ne sommes pas souverains dans l'offre, eh bien, on a une capacité de contourner cette ligne Maginot réglementaire. Par ailleurs, et vous l'avez cité, dans le cadre d'une osmose nécessaire entre l'homme, la nature et la terre, le développement d'approches frugales dans la conception des outils d'IA est nécessaire, mais tout aussi nécessaire dans leurs usages. Et elle est essentielle puisque ce qui consomme aussi beaucoup d'énergie, bien sûr, c'est l'apprentissage de ces IA génératives, mais c'est surtout leur utilisation massive. Et ça tombe bien, c'est donc un champ de bataille de souveraineté par rapport à des approches américaines d'IA massives qui gaspillent l'énergie. C'est donc un double combat à mener pour notre autonomie, notre souveraineté et aussi pour diminuer la consommation énergétique de cette intelligence. C'est un point clé parce que c'est cette maîtrise qui va nous permettre d'utiliser à fond l'IA pour ses bons côtés. Il faut noter aussi, et j'en terminerai peut-être par là, que la résolution des conflits d'intérêts et d'injonctions qui sont contradictoires, naturelles dans une période de transformation profonde, tout change, donc on a des conflits d'intérêts entre le passé et le futur qui émergent, on a des intérêts qui sont contradictoires, des visions contradictoires sur le développement, même éthique de l'IA. Ça suppose en fait de réfléchir à se donner un cap, à se donner une boussole et à se donner des capacités collectives et démocratiques d'imaginer l'avenir, d'agir et d'élaborer des solutions à nos problèmes. Et je dis bien d'élaborer parce que ce que va nous permettre l'IA, c'est de faire accéder à la compréhension des problématiques, à la compréhension des solutions, donc de participer à l'élaboration et non pas simplement de d'élire des gens qui vont décider à la fin quel sera le choix. Et c'est en fait cette idée que il faut absolument que cette IA, on l'imagine à la fois en combattant, en utilisant à fond les bons côtés, en combattant les mauvais côtés qui peuvent menacer notre vie privée, qui peuvent menacer nos liens sociaux. Mais aussi, il faut imaginer cet avenir pour naviguer dedans. Et c'est ce que sous-tend le vocabulaire des Lumières. J'ai choisi parce que les Lumières en France et en Europe, c'est quelque chose qui nous a permis d'évoluer, de nous doter d'un certain nombre de valeurs. Et c'est une vision donc du monde humaniste, coopérative et éthique. Et c'est pour ça que
pour cette vision souveraine, de confiance, éthique, frugale de l'IA. Je pense que se mettre en perspective de développer nos propres lumières est un point qui est tout à fait clé. Merci infiniment pour cet entretien, pour cette explication. Et effectivement, je pense que nous avons tous découvert quelque chose aujourd'hui et il y a des lumières, effectivement, me semble un très, très beau projet. Merci infiniment. Je vous remercie et j'espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs de cette interview et que l'on va pouvoir continuer en travaillant avec le rameau à quelque part rendre populariser toutes ces problématiques et aider les gens à dire vous pouvez décider. C'est vous qui avez dans vos mains quelque part des choix d'usage qui vont nous permettre d'aller vers cette vision d'une IA qui soit pour l'humanité quelque chose de positif. Et qui peut être extraordinaire aussi. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup Francis Jutan et merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en juin prochain pour le 32e live des jeudis de l'ODD 17. Nous évoquerons plus spécifiquement le défi de la transition écologique au travers de l'innovation de la société civile. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour partager l'actualité ainsi qu'un portrait inspirant de ceux et celles qui agissent au quotidien pour faire face à nos défis communs. À très bientôt.